Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de LGBT présenté par Amina Choub, Aurélia Gosso et Barbara Serassongo-Moret. Aujourd'hui, nous recevons Léa, 27 ans. Enchantée Léa. Tu es donc militante pour la cause LGBT. Nous t'avons contacté pour que tu nous parles du sujet de l'homoparentalité et de ton engagement dans l'association Collectif Famille. Tu es toi-même maman d'une petite fille avec ta femme. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors effectivement, moi je m'appelle Léa, donc j'ai 27 ans, je suis mariée avec Capucine qui en a 36, donc on a 9 ans d'écart, et on a une petite fille qui s'appelle Liv et qui a 14 mois. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée ta vie d'adolescente? Comment est-ce que tu as fait ton coming out et comment tu as su que tu étais toi-même lesbienne? Moi, avant mes 16 ans, ça ne m'avait jamais, mais jamais traversé l'esprit. Et en fait, c'est une rencontre qui a tout changé. Voilà, une fille qui était au lycée avec moi. Et non, je suis tombée amoureuse. Ça a été un peu compliqué pour moi parce que forcément, ça me tombait dessus, mais alors, mais sorti de nulle part, quoi. Donc, j'étais un peu surprise. Et comme moi, je suis quelqu'un de très passionné dans la vie, je me suis juste laissée porter par le truc et voilà. Et je pensais que c'était vraiment juste elle et que après ça allait me passer. Mais ça ne m'est pas passé. Hein. Là, ce qui a été le plus difficile, c'est de me dire que j'aurais pas un enfant de la manière dont je le rêvais. Parce qu'en fait, depuis toute petite, je rêvais de me lever un matin, d'avoir un peu la nausée, de me dire oh, je suis peut-être enceinte. Voilà. Et en fait, tout ce fantasme un peu, j'ai compris qu'il allait falloir le laisser tomber et que la conception d'un enfant, qui était déjà une chose très importante pour moi à l'époque, allait pas du tout se passer comme ça. Donc voilà, ça a été ma grosse problématique. Et mon coming out, si je puis dire, je l'ai pas vraiment fait. C'est mes parents qui ont fini par comprendre. D'accord. Ça s'est pas très bien passé. Pendant 3-4 ans, ça a été très 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 difficile. Voilà, c'est aussi le temps qu'ils se fassent à l'idée, etc., qui cassent pas mal de stéréotypes. Ils pensaient que leur fille allait changer, je pense, devenir quelqu'un d'autre. En fait, je suis juste restée moi-même, mais voilà, plus forcément avec des amoureux, mais voilà, avec des amoureuses. Et puis maintenant, c'est les plus contents du monde d'avoir une belle fille et une petite fille. Voilà, il y a plus de soucis, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a été un petit peu j'ai clairement senti que mes parents, ils ont flippé, quoi. Ils ont eu peur. Je voyais que tout ce qu'ils projetaient pour moi s'effondrait. Parce que forcément, quand on a un enfant, c'est très difficile de pas un peu projeter une vie avec lui et puis sa vie aussi. C'est quelque chose du coup qu'on évite de faire avec notre fille, nous, maintenant, parce qu'on sait que plein de choses peuvent arriver. Mais oui, j'ai senti un regard différent et j'aime pas trop d'ailleurs ce regard-là. Moi, je suis normale, j'ai une vie normale, j'ai juste une femme au lieu d'un mari, mais j'ai un bébé comme voilà, comme la plupart des couples. Donc c'est vrai que j'aime pas trop moi quand le regard change. Moi, je ne demande qu'à ce qu'on soit considéré comme des personnes normales. Du coup, dehors, vous n'avez pas peur de faire des gestes de tendresse ou quoi que ce soit? Quand on est en France, oui. En ce moment, par exemple, on est en France et c'est vrai qu'on a tendance à adapter un petit peu notre façon de faire parce qu'il y a des situations où on n'est pas très à l'aise. Au Portugal, non. On vit notre vie normalement. Tu nous as dit que tu avais une petite fille. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, oui. Moi, je pense que je veux des enfants depuis que j'ai compris qu'on peut avoir des enfants dans la vie, donc depuis très très petite. C'est quelque chose qui s'est réveillé très très tôt en moi, même vers 14-15 ans. Je rêvais d'être enceinte, d'avoir un enfant. C'est pour ça aussi que quand j'ai compris que j'étais lesbienne, j'ai eu un peu de mal à faire le deuil de tout du côté naturel de la chose. Ça a été très difficile pour moi, mais bon, après j'ai passé un cap dans ma tête. Je me suis dit ok, de toute façon c'est pas grave, la finalité sera la même, tu auras ton bébé, mais le chemin sera différent. Voilà, et la PMA, c'était quelque chose qui me faisait très très peur et dont je voulais presque pas entendre parler. Et puis c'est très drôle parce que maintenant j'aide les couples de femmes en fait dans leur parcours PMA, justement pour pas qu'elles aient peur comme moi j'ai eu peur, pour leur expliquer, pour leur dire que les choses peuvent bien se passer et se passer simplement, et que c'est pas PMA, c'est pas forcément un gros mot, ça peut être plutôt cool même et plutôt facile. Et comment elle s'est passée justement, toi, ta PMA?
Alors, moi, du coup, j'ai fait une PMA au Portugal, puisqu'au Portugal, c'est autorisé et que j'habite au Portugal. De toute façon, même si je n'avais pas été au Portugal, je ne serais pas allée en Espagne ou en Belgique comme la plupart des couples, parce que là-bas, les donneurs sont anonymes. Et moi, je ne voulais absolument pas d'un donneur anonyme. De par mon histoire familiale, moi, je ne connais pas toutes mes origines, et c'est quelque chose qui m'embête un peu. J'avais pas envie de mettre mon futur enfant dans la même situation et de pas pouvoir lui apporter de réponse. Donc moi, ma PMA, elle s'est très bien passée. Je suis tombée enceinte au premier essai, donc j'ai fait une insémination. Donc ça n'a pas du tout été long, ça n'a pas du tout été douloureux. Ça a été un petit peu coûteux parce qu'il a fallu payer quand même une première tentative. Mais on a eu beaucoup de chance parce que l'univers nous a fait le cadeau de nous envoyer Liv dès le premier essai. Donc ça n'a pas été non plus si coûteux que ça par rapport à d'autres parcours d'autres couples. Pour une tentative en insémination, ça coûte entre 1000 et 2000 euros selon les pays, selon ce qu'on fait comme méthode, selon le donneur qu'on choisit aussi. Après, quand on doit passer en fécondation in vitro, quand on a du mal à tomber enceinte avec les inséminations, là, c'est tout de suite 5000 euros, 6000 euros. Donc on s'estime très très chanceuse et on remercie vraiment la vie, nous, d'avoir eu ce parcours qui était plutôt facile. Et pourquoi vous avez choisi la PMA et pas une adoption? Alors, il faut savoir que, déjà, premièrement, parce que j'avais très envie d'être enceinte, et de concevoir mon enfant moi-même. Mais justement, moi, mon papa a été adopté et l'adoption, c'est toujours quelque chose qui m'est resté dans la tête parce que je trouve ça extraordinaire d'offrir une vie un peu plus chouette à un enfant qui n'a pas eu trop de chance au départ. Le fait est que l'adoption en France, c'est déjà très très long et très compliqué pour les couples hétéros. En général, on a un enfant au bout de 4-5 ans parfois, et parfois pas. On doit refaire un agrément, refaire une demande. C'est très très long et c'est très compliqué. Donc, tu nous as parlé donc de collectif famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que ça se différencie d'autres associations comme APGL ou encore Arc-en-Ciel? Oui, alors ces associations-là, elles sont super et elles existent depuis déjà un certain temps. Elles aident plutôt les parents à concevoir leurs enfants. Donc souvent, c'est des personnes qui ont besoin d'infos sur la PMA, qui participent à leurs réunions, ou qui ont besoin d'infos sur l'adoption, sur la GPA, qui est encore bien plus compliqué que la PMA. Et nous, en fait, on s'est aperçu qu'une fois que nos enfants étaient conçus, une fois que notre famille était créée, qu'on n'avait pas tant de support que ça, qu'on était un peu livrés à nous-mêmes avec nos problématiques qui sont quand même hyper propres à nos familles. Donc c'est de là qu'est parti tout le projet du collectif famille. On s'est rassemblés avec plein de familles, plein d'alliés aussi, des personnes hétéros même, des gens qui n'ont pas encore d'enfants. Vraiment, il y a une super grande diversité dans notre collectif. Et le but, comme je vous le disais, c'est vraiment de faire rayonner nos familles, de les visibiliser, de les aider au quotidien par diverses actions et de faire de la formation aussi auprès donc des professionnels, notamment de santé et dans les écoles, mais même même plus largement. D'accord. Et du coup, tu t'es engagée dans cette association à partir du moment où tu as eu ta fille ou même avant? En fait, la fondatrice du collectif, donc elle s'appelle Marie, elle a eu l'idée du collectif pendant le premier confinement. Et donc Liv avait quelques mois à cette époque-là, 4-5 mois je crois. Et en fait, elle a commencé à contacter des personnalités un peu influentes dans le secteur LGBT. Et quelqu'un lui a donné mon nom. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé du projet, que j'ai trouvé ça génial. Et en fait, du coup, je me suis joint à elle et avec d'autres personnes pour vraiment faire démarrer le projet de zéro. Donc j'y suis depuis le début, en fait. Il n'est pas à mon initiative, mais c'est moi, avec Marie et d'autres, qui avons tout créé. Du point de vue de l'association, donc c'est quoi pour toi être un activiste au sein du collectif famille? On essaye d'élargir encore les choses, d'interpeller plus largement, de donner aussi des outils aux familles qui en ont besoin. Par exemple, en leur créant des documents sur lesquels s'appuyer pour expliquer certaines choses aux professionnels de santé, aux écoles, parce que parfois on amène son enfant à l'école et la maîtresse est un peu en détresse en disant mais comment je vais expliquer aux autres élèves que
que votre enfant a de maman ou de papa. Et en fait, parfois, les professionnels, que ce soit de santé ou à l'école, sont plutôt bienveillants, mais ils n'ont pas les outils en fait pour transmettre les infos aux enfants, etc. Donc nous, notre but, c'est d'aider et on a tout plein de projets en route, notamment aussi de créer des réunions Zoom sur différentes thématiques, toujours dans le but d'aider les familles, oui, mais d'aider les familles aussi. Voilà, et puis quand la situation nous le permettra, on va aussi organiser des rencontres, des grands événements, voilà, tout plein de choses. Donc nous, on est des activistes, mais plutôt très bienveillantes. On veut juste montrer qu'on existe, que nos familles sont remplies d'amour et que c'est tout ce qui compte. Et on pense aussi que c'est comme ça que les choses vont changer en nous intégrant et en montrant voilà, toute la beauté de nos familles aussi. Pour terminer ce petit podcast, on a une question assez ouverte. Quel conseil tu pourrais donner aux internautes qui nous écoutent et surtout aux femmes qui n'osent pas se lancer dans la PMA? Alors, je sais que ça fait peur. Je sais que la PMA, c'est hyper angoissant. Je sais aussi qu'avant de se lancer dans la PMA, on ne connaît jamais rien à la PMA. C'est normal, on part tous sur une page blanche. On a très peu d'infos. Mais mon conseil, c'est vraiment justement d'essayer de se renseigner, de ne pas hésiter à poser des questions. Même maintenant, Instagram, c'est un outil super où on peut vraiment trouver des gens qui parlent de leur parcours, comme moi, comme par exemple le compte de Demande à tes mères, le compte de Marie-Clémence B. C'est des personnes avec qui je travaille au collectif et qui sont super ouvertes aussi à parler de leurs expériences. Et puis, c'est d'essayer d'y aller avec confiance et de ne pas voir ça comme un truc horrible, mais plutôt de voir ça comme une occasion de fonder sa famille et de profiter en fait de ces moments-là, d'aussi tout écrire. Ça, on y pense peu, mais d'écrire en fait toute cette histoire. Cette histoire, en fait, c'est celle de votre futur enfant. Et je pense que c'est très important de noter toutes les étapes, d'écrire voilà, par quels sentiments on passe, quelles émotions nous viennent. Et en fait, quand on est dedans, on voit pas vraiment l'intérêt, mais une fois qu'on est sorti de tout ça, c'est des souvenirs hyper importants. Et puis voilà, encore une fois, nous, nos enfants dans les familles homo, souvent on leur raconte l'histoire de leur conception très tôt et beaucoup plus qu'à d'autres enfants parce qu'ils nous posent beaucoup plus de questions. Et je pense que c'est une manière aussi de leur montrer à quel point ils étaient désirés, quel est le chemin parcouru pour les concevoir. Et voilà, donc ce sont mes conseils. Merci beaucoup d'avoir nous avoir donné de ton temps. On voit que tu es à fond dans la PMA, ça m'a rassuré beaucoup, je pense. Oui. Si, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, c'est super. Merci à toi.